Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous en étions à un grand B sur les schémas ayant la même valeur que les DTA, les anciennes DTA. Vous savez que les DTA-DD, on l'avait vu dans le grand A, ont un petit peu moins de valeur, ils n'en ont pas, ils ne s'imposent pas par eux-mêmes, ils ne s'imposent que quand ils sont qualifiés de projets d'intérêt généraux, mais nous avions vu que les anciennes DTA, elles, s'imposaient assez facilement aux plans locaux. Eh bien, d'anciens plans, et des plans qui ont même été rénovés depuis, sont dans le même cas. Ils ont la valeur des anciennes DTA. Ces anciens plans, ce sont des plans suprarégionaux. On avait vu, à cet égard, que parmi ceux-là, il y avait des plans qui étaient pour des endroits qui avaient une sorte d'unité géographique. Cette unité géographique, on l'avait très bien vu dans le petit 1 sur le schéma directeur de la région Île-de-France, autrement appelé le SDRIF, S-D-R-I-F, le schéma directeur de la région Île-de-France. Nous en étions à un petit 2 sur les schémas d'aménagement régionaux de l'outre-mer, mais comme ils s'appellent schémas d'aménagement régionaux, on les appelle les SAR, S-A-R, les SAR. Les SAR, les schémas d'aménagement régionaux de l'outre-mer, petit 2. L'origine de ces schémas est assez simple, elle date elle aussi de la décentralisation. Ils ont été institués par une loi de 1984, loi du 2 août 1984, numéro 84-747, comme l'avion, c'est pas difficile, qui applique en réalité au départ outre-mer la réforme de la décentralisation. Et parmi celles-là, eh bien, il y a de nouveaux schémas d'aménagement régionaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on retrouve ces SAR non pas dans le code de l'urbanisme, comme on pourrait le penser, mais dans le Code général des collectivités territoriales, à un certain nombre d'articles, articles L 4433 4433, L 4433 7 à 11 et R 4433 1 à 22. Alors, ces SAR ont été cependant très fortement modifiés en 2019. Fortement modifiés par une ordonnance autorisée par la loi Elan, ordonnance du numéro 2019-1170 du 13 novembre 2019. Cette ordonnance a pour nom ordonnance relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional. Cette ordonnance crée un certain nombre d'articles, un nombre important d'articles d'ailleurs, d'abord des articles 4433-10 1 à -10-11, donc L 4433-10-11, vous voyez que ça crée 11 articles d'un seul coup comme ça, les articles L 4433 7.1 à 7.4, hein, et puis les articles L 4433 8.1 à 8.2. Avec l'ensemble de ça, on a donc 17 nouveaux articles législatifs par rapport à 5 avant. On voit bien que la réforme est assez importante, assez intégrative, on va voir son contenu. Le code de l'urbanisme n'ignore cependant pas le SAR. Il a beau être dans le CGCT, le code de l'urbanisme traite du SAR à plusieurs reprises et on le retrouve régulièrement dans les documents à respecter, qui doivent être respectés par les plans d'urbanisme, et comment ces SAR s'imposent eux-mêmes à d'autres ou comment on leur impose des dispositions. Alors, de manière incidente, on notera qu'il ne faut pas confondre cette institution du SAR, schéma d'aménagement régional, avec un autre schéma qui appartient, lui, non pas au CGCT, mais qui appartient au Code forestier, qui est le schéma régional d'aménagement, le SRA. Alors, on ne parlera pas du tout dans ce cours du schéma régional d'aménagement, vous le comprenez, mais néanmoins, il faut que vous soyez conscient qu'il y a une sorte d'ambiguïté, hein, c'est comme les EPIC et les EPCI en droit administratif général, eh bien nous avons les SAR, qui concernent l'urbanisme à travers le Code général des collectivités territoriales, et puis les SRA du Code forestier. Il devrait y avoir des organisations administratives pour essayer de ne pas avoir 1000 acronymes aussi proches les uns que les autres. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Alors, quels sont les territoires soumis à ces SAR? À qui s'appliquent-ils en réalité? Ils s'appliquent en réalité aux anciens DOM d'avant 2003. Et vous savez que ces DOM ont beaucoup évolué. D'une part, il y a un nouveau département, le 101e, Mayotte. Hein. Pour ceux qui ne sauraient pas où c'est, Mayotte est au-dessus de Madagascar, au début du golfe du Mozambique, en longeant plutôt l'Afrique à partir de Madagascar, sachant que la Réunion est de l'autre côté. Ce sont nos deux départements d'outre-mer de l'océan Indien. Donc nous avons donc Mayotte qui est un nouveau département, et puis les autres qui ont évolué de statut. En Guadeloupe et à La Réunion, nous avons deux
DROM, départements, régions d'outre-mer. Mais en Guyane et en Martinique, nous avons des collectivités territoriales à statut unique, c'est-à-dire que le département et la région étaient fusionnés dans une collectivité à statut unique. Et puis nous avons celui qui est appelé le département de Mayotte, qui a des compétences un peu plus étendues qu'un département habituel. Bref, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane, les 5 DROM, les 5 départements, comme on les appelait, même s'ils ont des statuts un peu différents, eh bien ces 5 DROM sont soumis au schéma d'aménagement régional. Quel est le contenu maintenant de ce SAR? Le SAR est un plan stratégique. Ça ne fait aucun doute et ce plan stratégique va avoir des effets structurants, c'est-à-dire qu'on va essayer de gérer globalement sur tout le territoire un certain nombre de choses. La réforme de 2019 va très largement augmenter ce rôle structurant, notamment autour d'un rôle de développement durable, et on qualifie le SAR de plan de développement durable, tellement depuis 2019 il a ce rôle-là. Alors, ces objectifs du SAR sont fixés à l'article L4433-7 du CGCT. L4433-7, sachant que les 7.1, 7.2 eh bien, ont été ajoutés en 2019 et ont augmenté l'émission du SAR. D'abord, le SAR fixe, nous dit le texte, les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, développement durable, adaptation au changement climatique, d'économie d'énergie, vous voyez qu'on est proche, tout ça, de qualité de l'air, de valorisation des énergies renouvelables, et puis de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Vous le voyez que ça en fait un plan très axé autour de l'environnement. Plus, l'article continue en ajoutant des choses un peu plus habituelles dans ce genre de plan et qui étaient déjà dans les schémas d'aménagement régionaux auparavant, au début, j'allais dire, à leur création. Il définit d'abord les principes de l'aménagement de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va essayer globalement de voir à quoi servent les différentes régions, sous-régions de ces îles. Notamment, il fait une destination générale des différentes parties du territoire. Là où on va avoir plutôt de la protection, des forêts, ça va être aidé parce que ces départements ont souvent des parcs nationaux ou des parcs régionaux. On va aussi avoir les grands équipements d'infrastructures et de transport, donc on va avoir les grandes lignes. Pour prendre un exemple que je connais un peu mieux, qui est celui de la Réunion, eh bien, l'idée d'avoir une nouvelle autoroute qui relie le nord à l'ouest, qui est en train de se finir en ce moment, était déjà dans un SAR de 1995. Donc vous voyez, les grandes routes, le grand développement étaient déjà fixés avec du très long terme, puisque 1995, on est à 25 ans de maintenant, et effectivement, le SAR de l'époque, de 1995, avait anticipé des choses qui ne se terminent que maintenant. On va aussi avoir la localisation préférentielle des extensions urbaines. Là encore, il ne s'agit pas de manière très précise de dire « Ah, cet endroit-là dans la petite commune de quelque chose va être développé ». Non, on est sur un niveau structurant. Et par exemple, c'est de dire « Tiens, voilà, dans telle ou telle île, dans tel département qui n'est pas une île, puisqu'il n'y a pas que des îles, je rappelle que la Guyane n'est pas une île, et dans tel endroit, il y a trop peu de monde, on a trop peu évolué. Alors que c'est déjà un peu urbanisé, c'est de mauvaise qualité, etc. Donc on va pousser à avoir des constructions plutôt là, une densification à tel endroit de l'île ou du département plutôt qu'à tel autre. Donc on va vraiment essayer de voir des grandes données stratégiques. Par exemple, imaginez que pour aller vers l'ouest d'une île, eh bien, on a déjà beaucoup d'habitations et donc il y a déjà des embouteillages, eh bien le schéma pourrait dire il faut qu'on se développe vers l'est où les routes sont de bonne qualité et où pour l'instant il n'y a pas d'embouteillage. D'accord? Donc on va gérer les transports avec les déplacements, avec les mouvements de population et le développement du coup des endroits où ces populations vont pouvoir s'implanter, vont pouvoir se développer avec les nouvelles constructions. On va aussi avoir, donc, à part les extensions urbaines, donc grands projets d'infrastructure, d'équipement, les extensions urbaines, on va aussi avoir, de ce fait, l'implantation des activités économiques. Et
évidemment, on va rapprocher les activités économiques des activités de là où les gens vont habiter, et puis aussi avoir tout un ensemble d'activités économiques logiques dans ces pays-là, soit autour du tourisme, soit autour des activités agricoles ou forestières, hein. Donc dans ces territoires-là, on a effectivement ce type de développement économique, et eh bien, ces développements vont être prévus dans le plan. Vous voyez, quelque chose de stratégique, comme on dit. Il y a quelque chose qui voit les grandes lignes, les grandes orientations, qui fixent les grands mouvements de population, de travail et de loisirs. Alors, l'insertion d'éléments relatifs et récents, hein, on va avoir un schéma qui va contenir d'autres schémas antérieurs. Donc le schéma d'aménagement régional va par exemple valoir schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, qui est un des schémas prévus par le Code de l'environnement. Donc on va avoir des objectifs environnementaux, et vous voyez que ce SAR est devenu de plus en plus durable au fil du temps. Il fixe aussi les objectifs de renouvellement urbain, hein, on parlait de l'habitat, eh bien le SAR va fixer dans les grandes lignes, là où les villes vont devoir se rénover, notamment dans les Outre-mer, vous le savez, il y a encore de l'habitat insalubre à certains endroits, et il est temps de supprimer définitivement, ou d'essayer de supprimer cet habitat insalubre. Il y a des endroits où il y a une forte immigration, on pense par exemple à la Guyane, et où l'habitat insalubre se renouvelle, et puis des endroits où il y a moins d'immigration, les autres îles en général, spécialement la Réunion, et bien dans ces cas-là, on va pouvoir effectivement supprimer une grande partie de l'habitat insalubre. Donc voilà, avec cette idée de renouveler l'urbain, mais aussi de savoir s'étendre un petit peu, même si ces îles sont contraintes, et que, eh bien, à chaque fois qu'on s'étend véritablement, on arrive à de l'artificialisation des sols au profit de nature, pourtant extrêmement marquée par la biodiversité. Une grande partie de la biodiversité de notre pays est outre-mer, et il convient très largement de la protéger. Donc, on va avoir tout ça dans ce SAR. On constate que sur le plan des objectifs, en réalité, c'est pas dans le CGCT que devrait se retrouver le SAR, mais bien dans le Code de l'environnement. C'est devenu de plus en plus un plan environnemental. Alors, les nouveaux articles, les articles L4433-7-1 à -7-4, ajoutent encore des éléments sur le droit de l'environnement, ajoutent encore des contraintes environnementales dans le SAR. Qu'est-ce qu'on va contenir dans le SAR à partir d'aujourd'hui ? D'une part, la protection des biodiversités. On a pris conscience de cette énorme biodiversité de l'outre-mer. Il convient de la planifier, de la protéger. Donc on va créer des continuités écologiques, les trames bleues et les trames vertes. Vous le savez, ces continuités écologiques servent à ce que les habitats humains, les activités humaines, n'empêchent pas les animaux de circuler sur un territoire. Je vous en ai déjà parlé. Deuxième élément, ces nouveaux SAR vont contenir les orientations fondamentales d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Il y a quelque temps, nous avons fait la loi littorale. Eh bien, avant la littorale, souvenez-vous, on a fait les SMVM, schémas de mise en valeur de la mer. Eh bien, les schémas de mise en valeur de la mer sont élevés au niveau du SAR, sauf pour l'instant quand les SCOT ont déjà fait un schéma de mise en valeur de la mer. Donc l'idée est bien de dire, à terme, on va essayer de mettre les schémas de mise en valeur de la mer dans les SAR, et en tout état de cause, tous les EPCI qui n'auraient pas encore fait de schéma de mise en valeur dans leur SCOT, eh bien, on remplace, et avec cela, ça va permettre que, puisque le SAR touche tous les DOM, d'avoir dans tous les DOM, sur toutes ces côtes, des schémas de mise en valeur de la mer. Il ne faudrait pas que ces zones, qui sont souvent très fragiles, avec des barrières de corail, eh bien, soient atteintes par le tourisme. Donc c'est une façon de protéger ces zones de biodiversité, ces zones exceptionnelles, en faisant un schéma de mise en valeur de la mer obligatoire partout, ne serait-ce que parce qu'il sera dans le SAR. Et puis, dernier élément nouveau apporté par la réforme de 2019, les SAR vont fixer une stratégie contre le changement climatique, et notamment à cet égard contre les pollutions atmosphériques, avec un chapitre individualisé. C'est-à-dire que ces éléments vont être mis dans des chapitres individualisés dans le SAR, dans des passages exprès s'occupant de ces questions-là. Il va falloir gérer
parce que c'est souvent le SCOT qui est intégrateur, mais quand on a un schéma supérieur comme celui-là, comme le SDRIF, comme le SAR, comme ceux qu'on verra après, eh bien, on peut intégrer à ce niveau-là les les enjeux stratégiques et les enjeux intégrateurs des autres législations. Et parmi celles-là, notamment les enjeux du droit de l'environnement. Alors, un peu de procédure, pas grand-chose. Les procédures d'évolution et d'élaboration du SAR ont évolué ces derniers temps, notamment avec la réforme de 2019, pour se rapprocher des autres plans. C'est notamment le cas des évaluations environnementales. Je vous l'ai dit, les évaluations environnementales viennent du droit européen, et il s'agissait de modifier l'intégralité de nos plans pouvant avoir un impact sur l'environnement. Vous comprenez bien, au vu du contenu du SAR, qu'il peut évidemment avoir un impact sur l'environnement et que par conséquent il doit être soumis à toutes ces évaluations environnementales. Il a été aussi simplifié de manière à rendre moins rigide qu'auparavant. Les SAR duraient trop longtemps et alors qu'il y a des enjeux lourds et des obligations qui s'imposent après au SCOT et au PLU comme on le verra, eh bien il s'agissait d'avoir un schéma qui puisse être un peu plus souple, un peu plus modifiable. Eh bien, la réforme de 2019 a aussi simplifié les modifications. Il y avait déjà de la modification possible, mais elle a été simplifiée. On a retiré des articles. Ça a été notamment le cas dans les articles réglementaires. Les articles réglementaires que je vous ai cités, les R4433-1 et suivants, et ont surtout trait à la procédure, eh bien, un décret du 14 août 2020, un décret de l'été dernier, 2020-1060 du 14 août 2020, relatif au régime juridique du SAR, est venu modifier les articles, supprimer des contraintes d'élaboration, surtout de modification, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer ce plan un peu plus. 10 ans après son élaboration et son approbation, d'ailleurs, le SAR doit être analysé, évalué par le Conseil régional pour voir si on doit le mettre en révision, en modification, de manière à éviter sa caducité. Il y a des évaluations des effets du SAR, ce qui n'est pas une chose mauvaise du tout, ça fait partie de tout ce mouvement en sciences administratives de l'évaluation des politiques publiques. Et dans la mesure où le SAR est une façon de faire des politiques publiques, eh bien évidemment c'est une bonne chose de l'évaluer. Alors, le grand point qu'on doit aborder, évidemment, c'est quelle est la place du SAR dans la hiérarchie des normes urbanistiques, puisqu'il est dans ce plan, dans cet endroit du cours, puisqu'il est censé avoir la même valeur que les anciennes DTA. Et effectivement, c'est le cas. L'ordonnance du numéro 2019-1170 du 13 novembre 2019 est venue aussi très clairement modifier les articles L4433-8 à -8-2, donc L4433-8 à L4433-8-2, de manière à préciser les plans que doit respecter le SAR et les plans qui doivent être respectés par le SAR. Alors, en amont, justement, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est les plans que doit respecter le SAR. En amont, les articles détaillent l'ensemble des plans, je ne vais pas vous en reprendre la liste, mais c'est notamment le cas du Code de l'urbanisme lui-même, des principes, c'est le cas aussi des lois littorales et montagnes, sachant que dans ces territoires-là, évidemment, une grande partie des endroits sont soit littoral, soit montagne, soit les deux. En aval, et c'est ça qui nous intéresse le plus, quels sont les plans qui doivent respecter eux-mêmes le SAR. Ces plans qui doivent respecter le SAR, on les trouve à l'article L4433-9. Alors, ils s'imposent dans un rapport de compatibilité au SCOT. Il s'impose un rapport de compatibilité au SCOT, le SCOT doit lui être compatible, et lorsqu'il n'y a pas de SCOT, eh bien, ce sont les PLU, les documents en tenant lieu ou les cartes communales qui doivent respecter le SAR. C'est aussi le cas des chartes des parcs nationaux et des chartes des parcs naturels régionaux. Vous voyez que, en réalité, tout le bas de la hiérarchie des normes urbanistiques doit respecter les SAR, là où d'habitude on a le SCOT et puis le PLU, eh bien, on a au-dessus, dans ces îles, des plans qui sont très contraignants pour les plans en dessous. Ces plans stratégiques viennent s'imposer au SCOT et quand il n'y en a pas directement au PLU et aux documents en tenant lieu et cartes communales. Voilà ce qu'il en est des schémas d'aménagement régionaux des Outre-mer. Je vous propose de passer à un troisième plan, un
petit 3, sur encore un plan pour une île, le PADD de la Corse, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, qu'on appelle en général le PADUC, P-A-D-D-U-C, le plan d'aménagement et développement durable de la Corse, ou PADUC, le PAD de la Corse aussi on dit. L'ancêtre du PADD il a été créé au départ par les lois de décentralisation qui avaient prévu ce schéma d'aménagement de la Corse. C'était un schéma qui était très proche dès l'origine des SAR de l'outre-mer, mais spécialement pour la Corse. Ce schéma a été approuvé en 1992 et ensuite a été modifié. Quel est le contenu de ce PADD de la Corse, de ce PADUC, prenons ce mot-là? Ce PADUC actuel, il a été approuvé par l'Assemblée de la Corse le 2 octobre 2015. D'accord ? Donc on a un PADUC actuellement, ce qui a impliqué une mise en compatibilité de tous les plans de la Corse à partir avant octobre 2018. Ce PADUC a, puisque c'est ce qui nous intéresse là, leur valeur, en plus du fait de donner quelques éléments dessus, ce PADUC a la même valeur que les anciennes DTA, lui aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il s'impose au SCOT et au schéma de secteur, on verra ce petit détail dans les SCOT, il s'impose au SCOT et au schéma de secteur, mais aussi, lorsqu'il n'y a ni SCOT ni schéma de secteur, au PLU ou aux cartes communales. C'est ce que vient de nous préciser d'ailleurs là le Code général des collectivités territoriales dans son article L4424-9, L4424-9 du CGCT. Alors, ce PADUC précise aussi les dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux zones littorales, c'est-à-dire qu'il va effectivement préciser, avoir des dispositions spéciales pour la protection du littoral issues de la loi littorale. Sachant que cette loi littorale compte beaucoup, évidemment, en Corse. Pour vous donner quelques éléments, il faut savoir qu'il y a 27 communes qui ne sont soumises qu'à la loi littorale, 333 qui sont soumis à la loi montagne, vous connaissez les images de la Corse que vous avez en tête si vous n'y êtes jamais allé, vous voyez que c'est très montagneux, et il y a 71 communes qui sont soumises aux deux textes, c'est-à-dire loi littorale et loi montagne. Donc vous voyez bien qu'en réalité, on a allez, on va dire un petit peu moins d'une centaine de communes qui sont considérées comme des communes littorales, et le PADUC vient préciser les éléments sur la littorale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va un peu plus loin, c'est que ce PADUC vaut schéma de mise en valeur de la mer, vaut SMVM lui aussi. On l'a vu que c'était le cas du SAR, eh bien le PADUC vaut SMVM, et on ajoute à ça des éléments structurants, que l'on a retrouvé aussi dans les autres plans, c'est-à-dire qu'il vaut aussi schéma d'aménagement et de développement du territoire et schéma régional des transports. Vous voyez qu'un certain nombre de schémas qui, tout cela, sont issus plutôt du droit de l'environnement ou du droit des collectivités, vont être intégrés dans le PADUC. C'est un des plans intégrateurs. Vous comprenez ce concept de plan intégrateur que l'on reverra au moment du SCOT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des plans qui vont prendre des éléments d'autres plans qui sont prévus par d'autres législations et les intégrer, servir de cheville entre le droit de l'urbanisme et les autres droits extérieurs. Alors, est-ce qu'on rentre dans le détail de l'approbation du PAD de la Corse? Non, je ne veux pas rentrer dans un détail majeur en termes de procédure. Je vous l'ai déjà dit, ça ne me paraît pas le plus intéressant. Vous n'avez pas vocation là, demain, à voir comment on prend un plan de ce type-là. Quelques mots seulement, le PAD est élaboré selon un schéma très classique qui est proche de celui du SAR. D'accord ? On va le retrouver à l'article L4424-13 du CGCT. Comme le SAR, le PADUC est un plan qui se présente avant tout comme voulant assurer l'équilibre entre le développement et la protection, d'où lui aussi un statut de plan de développement durable. Voilà, ces éléments sont intéressants. Un petit élément, il y a eu un contentieux autour du PADUC, puisque au moment où il a été pris en 2015, eh bien, il y a eu une contestation, non pas de sa constitutionnalité à lui, mais de la constitutionnalité des articles qui permettaient de le prendre, c'est-à-dire des articles mettant en place la procédure d'approbation du PAD de la Corse. Ces articles que je vous ai cités à peu près, L4424-9, 11 et 12, qui sont juste avant
le 13 que je vous ai cité, eh bien, les articles L44, 24, 9, 11 et 12 ont été attaqués en disant est-ce que ce PADD ne porte pas, pas ce PADUC, hein, ne porte pas atteinte à l'autonomie des collectivités territoriales et est-ce qu'il ne crée pas une tutelle d'une collectivité sur une autre, ce qui est interdit par la Constitution. Les requérants contestent cela et le Conseil d'État a accepté, dans un arrêt du 14 septembre 2016, commune de Coty-Chiavari, COTI-CHIAVARI, commune de Coty-Chiavari, numéro 400-684, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Donc dans un arrêt du 14 septembre 2016, le Conseil d'État a accepté de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, commune de Coty-Chiavari. Ce Conseil constitutionnel a donc pris une décision, la décision 2016-597 QPC, du 25 novembre 2016, en estimant que l'Assemblée de Corse agissait avec une échelle de cartes assez important, assez large, sur un plan assez stratégique, pour qu'en réalité l'Assemblée de Corse ne puisse pas être considérée comme ayant une tutelle sur les plans inférieurs. Chose très intéressante dans cet article, c'est que non seulement le Conseil constitutionnel se fonde sur la précision du plan pour dire c'est stratégique, le plan est trop grand, donc en fait ça n'impose pas vraiment aux collectivités en dessous, comme si, puisque le plan était large, en réalité les règles étaient moins précises, et donc on imposait moins, ce qui n'est pas faux. Mais aussi, le Conseil constitutionnel a relevé que le SCOT ou le PLU, quand il n'y avait pas de SCOT, devait respecter le SAR dans un rapport de compatibilité et non pas de conformité. Puisque le rapport est de compatibilité, cela laisse une marge de manœuvre à la collectivité en dessous, collectivité ou à l'établissement public. Le PCI qui fait le SCOT, le PCI ou la commune qui font le PLU ou le PLUI en dessous, ont une marge de manœuvre du simple fait du rapport de compatibilité. Et comme ils ont une marge de manœuvre en plus de la largeur de la norme du dessus, c'est-à-dire du PADUC, qui est sur un plan large, eh bien tout simplement, le Conseil constitutionnel a pu dire il n'y a donc pas de tutelle entre l'Assemblée de Corse qui prend le PADUC et puis les EPCI ou communes qui prennent les SCOT et les SAR. Vous voyez, c'est intéressant parce que quand je vous ai fait ce rapport de compatibilité des normes, qu'est-ce que je vous ai dit ? Eh bien, en fait, ce rapport de compatibilité est fait dans la loi 82 pour respecter les compétences des différentes collectivités. Et là, c'est exactement ce qu'a dit le Conseil constitutionnel dans cette décision du 25 novembre 2016. Voilà. C'est sur ces éléments que nous avons fini notre petit 3 sur le PADUC. Et je voudrais passer à un petit 4 sur les SRADET et le droit de l'urbanisme. Petit 4, les SRADET et le droit de l'urbanisme. Qu'est-ce que c'est que ces SRADET ? Le SRADET s'écrit S-R-A-2-D-E-T. Le SRADET, S-R-A-2-D-E-T. Alors les SRADET ont été créés par la loi NOTRe, ou NOTRe comme certains l'appellent, du 7 août 2015. Ces SRADET datés du 7 août 2015, ce sont les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable. Souvent c'est un indice, quand il y a 2D dans un plan, c'est qu'on y a inséré le terme développement durable. Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, SRADET. Le titre est long, mais il a un énorme avantage, c'est que l'acronyme se lit, et ce qui simplifie son usage courant. Ces schémas n'ont pas été créés à partir de rien. Il existait auparavant, avant 2015, des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, les SRADT. Vous voyez, c'est beaucoup moins pratique que SRADET. Donc, les SRADT existaient auparavant et la loi NOTRe a voulu se rapprocher les SRADET des plans comme le SDRIF, le SAR ou le PADUC. C'est-à-dire que là où ces îles, si on enlève la Guyane et si on considère que l'Île-de-France a une unité, l'Île-de-France, les différents départements d'outre-mer, l'île qu'est la Corse, avaient un plan pour leur unité. Et le législateur, dans la nôtre, a dit, eh bien au fond, ce serait assez pratique qu'au plan
régional, eh bien, nous ayons là encore un plan en métropole. Alors avec la taille aujourd'hui des régions, l'Occitanie, souvenez-vous que c'est 13 départements, et avec les tailles des régions, évidemment, ça fait des plans qui n'ont rien à voir en termes de taille avec les Paduc, Sarre et Sdrif. Peut-être avec le Sdrif et encore. La plupart des régions sont bien plus grandes que la région Île-de-France, même si en termes d'activité économique et de population, ça n'est pas le cas, ou en tout cas pas toujours. Donc nous avons la volonté, dans la loi NOTRe, d'avoir un schéma régional qui va être bien plus puissant que le SRADT et qui va se rapprocher notamment avec une dimension développement durable. Alors, ces SRADT, comment se composent-ils? On le verra aussi à l'occasion des PLU ou des SCOT. Ces schémas ne sont pas une simple carte avec un petit document. Il y a un certain nombre de documents et le SRADT est constitué de 3 documents différents. Quels documents? D'abord, il y a un rapport fixant les objectifs du schéma et avec des cartes synthétiques. Vous savez, ces cartes simplifiées, parfois, pour faire la France, on dessine un hexagone, c'est-à-dire une carte stylisée de la France, et puis on va faire des grands axes, des grandes décisions. On montrait des grands mouvements. Eh bien, c'est un peu ça. Les SRADET contiennent un rapport qui dit voilà les objectifs qu'on voudrait pour notre région, et on va vous faire plein de petites cartes synthétiques qui vont essayer de vous démontrer pourquoi on veut faire ça, quels sont les équilibres que l'on veut trouver. Deuxième fascicule, deuxième élément, un fascicule de règle générale. C'est comme ça qu'il s'appelle, fascicule de règle générale, et qui prennent la forme de chapitres thématiques. Alors, justement, vous allez voir ce qui a été intégré dans le SRADET et vous comprendrez pourquoi on a besoin de chapitres thématiques selon les différents aspects du SRADET. Si vous avez dans la tête que ça va ressembler un petit peu et qu'il y a un peu d'une évolution parallèle entre les nouveaux SAR et les SRADET, vous n'êtes pas étonné. On va parler des transports, on va parler de l'intermodalité, on va parler d'une série de politiques qui vont être dans ce document, que sont le fascicule de règle générale, mis par chapitre thématique. Et puis, assez classiquement dans ces plans, on aura un troisième document qui va être constitué d'annexes, qui sont fixées à l'article R4251-1, R4251-1 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Alors, le développement de ces plans régionaux, de ces nouveaux SRADET, passe par un renforcement, c'est-à-dire qu'on a pris les SRADT d'avant, on a pris d'autres plans et on a tout fusionné en un seul plan qu'on a appelé le SRADET. Alors, de ce fait, le SRADET devient un plan, lui aussi, intégrateur d'autres politiques, exactement comme on a pu le voir pour le SAR, et ses évolutions récentes, un document intégrateur. Mais aussi, par sa transformation, en un schéma qui était auparavant le SRADT, un schéma plus descriptif, en un schéma plus prescriptif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un schéma qui va imposer, un schéma qui va aller beaucoup plus loin. Ces schémas, on a voulu un peu les accélérer. Ce sont des documents qui sont longs à prendre. Vous voyez que la loi NOTRe date de 2015, du 7 août 2015, une de ces grandes lois d'urbanisme et un peu plus que ça. Eh bien, l'objectif de cette loi était que toutes les régions aient un SRADET pour le 28 juillet 2019. Ça n'a pas exactement été le cas. Certaines régions en ont, mais pas toutes. En tout état de cause, elles sont toutes avancées. Pour prendre l'exemple de l'Occitanie, le 19 décembre 2019, c'est-à-dire un petit peu moins de 6 mois après la date limite, eh bien, l'Occitanie a seulement arrêté son SRADET. Arrêté, c'est la première phase où on en fixe les premières lignes avant encore des procédures, avant de prescrire. Donc, grosso modo, il était prévu initialement qu'il serait fini fin 2020, il fallait encore 1 an de procédure après que le SRADET a été arrêté, et en réalité, j'imagine qu'avec le Covid, eh bien, on sera plutôt début 2021, même mi-2021. Chose amusante, ce SRADET de l'Occitanie s'appelle Occitanie 2040, ce qui est intéressant sur le plan stratégique, c'est-à-dire que quand on pense que c'est un plan stratégique, on voit bien qu'en l'appelant Occitanie 2040, les rédacteurs de ce plan ont bien voulu s'inscrire dans une stratégie de long terme, en se projetant à 20 ans pour essayer de déterminer son fond.
La stratégie sont les grandes lignes. On ne change pas les grandes lignes d'une région. On ne développe pas une économie à tel endroit de la région. On ne développe pas les campagnes. C'est un des objectifs du SRADET Occitanie. On ne les développe pas en 3-4 ans. Ça n'est pas possible. L'objectif stratégique, c'est des grandes lignes sur du long terme. Donc voilà, le plan d'Occitanie se projette à 20 ans. Alors revenons un petit peu sur le caractère intégrateur du SRADET. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a absorbé, tout simplement, le SRADT d'origine a absorbé d'autres plans. D'ailleurs, la loi NOTRe, dans son article 13, utilise le terme de absorption. Donc il a absorbé au moins 5 autres plans. Donc non seulement d'abord les SRADT, qui sont le plan, j'allais dire, d'origine, plan pivot de base, mais il a aussi intégré les schémas régionaux des infrastructures et des transports. Ces schémas régionaux des infrastructures et des transports, ou SRIT, c'est un schéma qui existe dans le Code des transports, l'article L 12.13.1 du Code des transports et suivant, article L 12.13.1 du Code des transports, et bien ce schéma régional des infrastructures et du transport est intégré dans le SRADET. Deuxième schéma intégré, c'est le schéma régional de l'intermodalité, le SRI, schéma régional de l'intermodalité, qui lui aussi est dans le Code des transports, l'article L 12.13-3-1 du Code des transports. Ils sont très liés, ces schémas. Le schéma régional des infrastructures et des transports, on le comprend, c'est là où on va mettre les lignes de chemin de fer, là où on met les grandes routes, là où on va avoir des lignes régulières, par exemple, de trains régionaux ou de trains nationaux qui vont arriver, les autoroutes, voilà. Eh bien, vous comprenez que c'est en lien avec le schéma de l'intermodalité. Qu'est-ce que c'est que l'intermodalité? C'est l'idée de changement de mode de transport. L'intermodalité, c'est le fait de dire, eh bien, je suis chez moi, je prends ma voiture, je vais jusqu'à la gare, je prends mon train de banlieue, puis j'arrive dans ma ville, et là, dans ma ville, je reprends un métro ou un tramway, ou alors c'est l'idée de dire, eh bien, je vais faire des grands parkings au bout des lignes de tramway ou de métro. Eh bien, au niveau régional, on va avoir le développement de l'intermodalité. Donc un schéma, rien que pour ça, pour développer l'intermodalité, s'arranger pour ça. Autre schéma intégré, c'est le fameux, un schéma dont vous avez déjà parlé, qui est un schéma d'environnement, lui, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Le SRCAE, schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, est à l'article L222-1 et suivant du Code de l'environnement. Il va, vous comprenez, aussi prévoir des politiques, par exemple, d'implantation d'énergie durable, etc., et de qualité de l'air, c'est-à-dire des obligations qui portent sur les entreprises, tout ça. C'est un schéma assez complet qui se développe beaucoup pour des raisons environnementales, et vous voyez que là, il est intégré dans le SRADET. Cinquième et dernier plan, les plans régionaux de prévention des déchets, qu'on va eux aussi retrouver dans le Code de l'environnement, à l'article L 541-13 du Code de l'environnement, L 541-13 du Code de l'environnement, les plans régionaux de prévention des déchets, on est là encore dans l'environnement, vous voyez, et c'est intégré. Alors, l'ordonnance de 2016 qui crée les SRADET est codifiée aujourd'hui aux articles L 4251-1 à 10 et R 4251-1 à 17 du CGC. Vous voyez 27 articles sur le contenu du SRADET. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une réforme au fond simplificatrice. Je sais, cela ne vous apparaît pas très clairement quand je vous cite un plan que vous ne connaissez pas qui intègre 5 plans que vous ne connaissez pas dans 2 codes différents, 3 codes différents, CGCT, Code des transports et Code de l'environnement. Bref, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette simplification? C'est parce que vous ne connaissiez pas avant l'ensemble de ces différents plans des différentes législations. C'est pourtant très important. Et le SRADET, dans toute sa complexité telle qu'elle vous apparaît, avec donc ces différents plans d'avant, plans d'infrastructure, plans d'intermodalité, qui vont se transformer en fascicules de règle générale avec des chapitres thématiques, eh bien en réalité permettent d'avoir un schéma de référence au-dessus des SCOT et des PLU. Donc on a quand même une forte simplification
Et on va avoir un schéma qu'il est difficile de qualifier. Ce n'est pas vraiment un schéma environnemental, c'est un schéma de collectivité, mais c'est un schéma de collectivité pour des grandes politiques qui vont toutes avoir des influences sur l'urbanisme. Donc vous voyez qu'il y a une forme d'intégration qui à la fois paraît complexe et en même temps est une simplification. Alors, ce plan, il a un caractère prescriptif, c'est-à-dire qu'il va s'imposer beaucoup plus que le SRADT. Le SRADT d'avant était peu prescriptif, il était fait pour être un plan stratégique qui ne s'imposait pas aussi fortement. Les différents autres plans qui ont été intégrés eux-mêmes n'avaient pas toute une influence forte sur les autres plans. On avait de l'indépendance des législations, c'est-à-dire des législations qui devaient s'appliquer, y compris sans être concertées entre elles, sans être adaptées l'une à l'autre. Eh bien, c'est le rôle aussi du SRADET. Il comprend différentes législations, mais dans le même temps, on va lui donner un pouvoir de s'imposer aux autres plans. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire, lui, ce SRADET, qu'il a le même poids que les anciennes DTADD? Pas tout à fait. Il y a une petite nuance, on va devoir préciser ce poids. Alors, d'abord, ce schéma se traduit assez souvent par la conclusion de conventions, de contrats, de conventions entre la région et les établissements publics de coopération intercommunale. Donc c'est souvent par des contrats que le SRADET va véritablement être mis en œuvre par les EPCI. Deuxième élément, le SRADET doit lui-même respecter un certain nombre de législations. Ces législations sont listées à l'article L4251.2 du CGCT, L4251.2 du CGCT, et ces législations vont par exemple être d'abord l'obligation de respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme du livre 1 du Code de l'urbanisme. Donc vous voyez qu'au fond, ces grandes règles, ces grands principes et le RNU du Code de l'urbanisme vont s'imposer au SRADET. Deuxième élément, le SRADET va devoir respecter les servitudes d'utilité publique qui affectent l'occupation des sols. Par exemple, les plans de prévention des risques vont aussi s'imposer au SRADET qui ne pourra pas dire on va développer ça là alors que c'est une zone inondable. Tous les ans, vous le voyez, le développement des catastrophes avec les inondations pousse à respecter ce genre de choses-là aujourd'hui. L'usage du terme que le SRADET doit respecter des plans est un petit peu ambigu. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Au départ, quand on voit le SRADET doit respecter ses plans, on pourrait penser, tout bonnement, qu'il y a une obligation de conformité du SRADET à ces plans-là. Évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens. Le SRADET est un plan stratégique, un plan plus large, il serait un peu ridicule de lui imposer d'être en conformité avec des plans souvent plus précis. Le PPRI, par exemple, plan de prévention des risques inondations, est bien plus précis que le schéma régional dont on est en train de parler, encore une fois, qui couvre, par exemple en Occitanie, 13 différents départements. Donc ça n'est pas ça que ça veut dire. En réalité, on va considérer qu'il y a un rapport de normes un petit peu compliqué, qui n'est pas du respect absolu de la conformité, pas véritablement non plus une compatibilité, mais plutôt une prise en compte, ou alors on va avoir un respecté qui va être plutôt de la... En réalité, on va plutôt avoir un respecté qui va être de la compatibilité, sachant qu'à l'inverse, les projets d'intérêt généraux et les opérations d'intérêt national, les PIG et les WIN que nous verrons juste après, doivent être prises en compte par le SRADET, au même titre qu'un certain nombre de plans environnementaux. Alors, ce rapport de normes de ce que doit respecter le SRADET étant un petit peu compliqué, un petit peu peu précis, en revanche, le SRADET lui-même doit être respecté par un certain nombre de plans, et là ça va être assez intéressant, un peu plus nuancé que d'habitude pour les autres plans que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'il doit respecter le SRADET? C'est l'article L4251.3 qui le fixe, du CGCT, L4251.3 du CGCT qui le fixe, et quels sont ces plans? On distingue en fait deux types de règles.
je vous l'ai dit dès le début, on a 3 documents dans le SRADET, et on va en fait distinguer selon ces documents du SRADET. Le rapport qui fixe les objectifs du SRADET, c'est-à-dire le premier document du SRADET, lui, doit être pris en compte par les SCOT, les PLU, les cartes communales et les documents en tenant lieu, ainsi que les PDU, les plans de déplacement urbain. Donc, les objectifs SRADET, le premier document, doivent être pris en compte simplement par les SCOT, PLU, documents équivalents et PDU, plan de déplacement urbain. En revanche, les règles générales des fascicules, le deuxième document avec ses chapitres individualisés, les règles générales des fascicules du SRADET, eux, doivent s'imposer par la compatibilité au SCOT, au PLU, aux documents en tenant lieu et au PDU. Donc, on voit bien que, effectivement, ce SRADET mérite d'être placé à cet endroit dans le plan, comme quatrième document ayant la même valeur que les anciennes DTA. La seule nuance, c'est que les éléments précis des chapitres individualisés, des règles générales des fascicules s'imposent par la compatibilité, alors que les objectifs un peu plus flous ne s'imposent que par la prise en compte. Donc vous voyez, on a un SRADET qui, en réalité, a été un peu calqué sur les plans bien antérieurs des îles, le SAR, le SDRIF ou le PADUC, qui sont les 3 documents d'avant. C'est comme cela que nous finissons ces plans qui, avec les DTA, DTA-DD, ont cette valeur un peu de 3e étage de plan avant le SCOT et le PLU. Nous allons maintenant passer aux projets d'intérêt généraux et aux opérations d'intérêt national, dans un paragraphe 4 que je ferai sûrement que je couperai dans une autre vidéo.